Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va débuter si Loïc, tu es prêt. Oui. D'accord. Donc, bonjour. Donc, je vous remercie d'être présente et présent pour cette conférence qui est dans le cadre de l'association Les Maths en scène, dans le cadre du festival Les Maths dans tous leurs états. C'est la 5e édition, donc on propose un cycle de conférences jusqu'au 29 mars qui est lié à une chasse au trésor et pour auquel il faut résoudre des énigmes pour atteindre le secret des mathématiques. Donc, Loïc Cellier est membre de l'association Les Maths en scène depuis le début de l'association. Donc, il est aujourd'hui en Turquie, donc il va préciser un peu plus son travail et il va vous présenter une conférence sur Dessine-moi un algorithme. Donc, c'est à toi, Loïc. Merci beaucoup, Auria. Donc, je suis ravi de participer avec vous au festival. Donc, je remercie toute l'association Les Maths en scène, les organisateurs, les bénévoles, les partenaires qui permettent que cela soit possible. Alors, malgré la distance, eh bien, on va pouvoir échanger quelques mots en informatique. Pour ma part, je suis actuellement à Istanbul comme enseignant en mathématiques et informatique dans un établissement bilingue. Alors, je proposerai des petites questions peut-être au cours de l'exposé. Donc, n'hésitez pas à essayer d'ajouter des réponses, de participer dans le chat si vous voulez. Et puis, on aura un temps d'échange à la fin pour développer quelques questions, quelques idées. Donc, bienvenue et merci d'être ici, d'assister à l'exposé. Vous avez d'autres remarques, des questions, Auria? Non? Non, c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure, je vais faire entrer les personnes Bien. pour qu'ils puissent assister à ta conférence. Et puis, je ferai attention aux questions. J'interviendrai s'il y a besoin. D'accord? Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, donc, je vous propose un petit temps d'exposé pour faire un tour, un petit parcours, observer l'informatique à travers l'algorithmique et la programmation. Donc, c'est vraiment une initiation, une première invitation pour ceux qui n'ont pas du tout entendu parler d'informatique ou qui souhaiteraient découvrir quelques termes de vocabulaire. Et je vous proposerai des ressources pour continuer. Ici, ça, c'est le résumé, on ne va pas s'appesantir. Donc, l'objectif de cette conférence atelier, c'est de vous parler d'algorithmes, dans le cadre aussi, pour certains qui sont enseignants, de voir dans le contexte de l'éducation, de l'enseignement, de l'apprentissage. Et comme nous sommes entourés de produits numériques, d'objets en tout genre, le but, c'est d'essayer de mieux les comprendre et de se placer dans une dynamique de création, c'est-à-dire pas rester simple utilisateur ou consommateur, mais vraiment essayer d'agencer quelques idées et de construire nos propres algorithmes, d'accord, pour répondre à quelques besoins, quelques domaines d'application. Donc, pour cela, je présenterai des exemples d'opérations. Je présenterai aussi quelques limites de notre cadre de travail. Et puis, on essaiera de mettre en œuvre, ou plus tard, chez vous, vous essaierez avec quelques références, quelques outils libres et gratuits. Donc, ici, le menu est un petit peu copieux. Donc, l'idée, c'est une petite introduction. On présente des opérations élémentaires. On verra d'autres approches un petit peu plus sophistiquées avec les maths et l'informatique pour répondre à des questions d'estimation, de prévision, de décision ou d'optimisation, par exemple. Après, on verra les limites et on analysera un petit peu la notion de complexité d'un algorithme. On pourra revenir sur quelques applications, même si vous en connaissez déjà certainement la richesse. Et puis, on parlera un petit peu d'applications pratiques. Donc, tout de suite, on essaie de définir le mot algorithme. Donc, notre point de départ, l'algorithme, il provient du nom du savant perse Al-Khwarizmi, il y a plus de 1200 ans. Ce savant, ce mathématicien, propose donc d'étudier des équations de premier et deuxième degré. Et donc, le mot algèbre et algorithme rend hommage
a son nom. Ensuite, on peut essayer de se proposer une définition courte qu'on pourra étoffer par la suite. Donc, un algorithme, on peut le voir comme une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions. Dans cette définition courte, pour donner quelques idées, il va y avoir 3 points essentiels. Le premier point, c'est la finitude. On espère que l'objet dont on parle, l'algorithme lui-même, soit fini, et on espère aussi, quand on donnera quelques informations à notre machine, à notre algorithme, un petit peu à la manière d'une recette de cuisine, une fois que vous avez réuni les ingrédients, vous appliquez la recette et on espère un certain résultat. Et bien là, c'est la même chose. Donc, on espère que l'algorithme soit un objet fini, qu'il réponde, qu'il propose un résultat dans un temps fini. Ensuite, il y a l'idée de non-ambiguïté. On va essayer d'avoir étape par étape des opérations claires. Et enfin, on peut voir aussi un petit peu le terme suite. Ici, ça sous-tend l'idée de séquençage. Alors, on pourra imaginer d'autres algorithmes avec la notion de parallélisation, mais dans un premier temps, on aimerait bien enchaîner quelques étapes les unes à la suite des autres. Donc ça, c'était pour poser le mot algorithme et on va se donner des illustrations à la suite. Pour parler d'informatique, vous savez aussi, ce mot, c'est la contraction de information et automatique et on peut adopter plusieurs points de vue. Il y a le point de vue, disons, plus théorique, algorithmique, où on réfléchit à des stratégies de résolution, on pose des méthodes mathématiques, on structure des idées. Il y a l'approche, disons, programmation, où il est question de développer un certain code informatique dans un choix de langage, avec la syntaxe et la sémantique, l'idée de matériel et de logiciel. Et enfin, on pourrait imaginer la dernière étape, celle de l'utilisateur. Pour un mode d'emploi donné, il peut apprécier une application, un jeu vidéo par exemple. Donc, on reviendra lors des questions, mais même si ces catégories ne sont pas du tout hermétiques, mais ça permet un petit peu de se positionner. Alors, je regarde pour le défilé des diaporamas. Donc, pour mon introduction, après ces premières définitions, j'aimerais vous parler donc de nos machines à calculer, des premiers pas. Donc, il y a plus de 5500 ans, on peut penser à l'écriture. Donc, on a des traces, notamment dans la région Mésopotamie, Turquie, avec des pictogrammes du sumérien. Donc, pour des besoins de mémorisation, on essaie de stocker sur des tablettes d'argile les informations. Aussi, pour faciliter des calculs, on va utiliser des abaques, par exemple le booléen, qui va nous permettre de stocker, voilà, temporairement, des informations numériques pour nous permettre de compter, de mettre en bijection des ensembles. Plus tard, 17e siècle, on a les travaux de Pascal qui permettent des opérations avec la pascaline, et puis les travaux de Bouchon dans la région de Lyon qui va proposer d'utiliser, d'employer le papier perforé. Donc, ces deux Français, 17e, 18e, eh bien, vont être des points de départ pour le Britannique Babbage. Donc, il va associer ces deux idées, celle de Pascal, celle de Bouchon. Il va proposer une nouvelle machine en 1834. Il va essayer de concevoir la machine. Plus tard, donc fin 19e, début 20e, on peut penser aux travaux de Alan Turing et aussi de John Weinmann. Et plus tard, pour des raisons militaires, de logistique, de balistique, eh bien, ce sont les laboratoires états-uniens qui vont proposer l'architecture des ordinateurs que nous connaissons un petit peu. Je fais une petite digression avec Léon Bollet. Une petite question, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette date-là? Donc, Léon Bollet, originaire du Mans, il va proposer alors très jeune, à l'âge de 19 ans, d'aider son père dans les tâches de comptabilité et il proposera donc une machine à calculer faite de 3000 pièces et celle-ci sera présentée. Alors, la date, c'est l'Exposition universelle de Paris, où on a également notre chère Tour Eiffel. Donc, vous voyez, les idées se diffusent fin 19e, début 20e, et puis on voit l'émergence des premières machines dans la première moitié du 20e siècle. Donc, ça prend corps, ça prend chair. Ici, je voudrais
insister sur l'importance des femmes en sciences. Donc, vous avez des associations qui développent cela. Vous avez la journée des filles et des femmes en sciences qui est développée par l'ONU. Et puis, si on revient sur les figures emblématiques pour l'informatique, vous avez Ada Lovelace qui est une des premières à comprendre la machine de Babbage, à voir l'importance, l'universalité de cette découverte. Vous avez également Katherine Johnson qui, durant la guerre froide, va permettre au centre de recherche états-unien de prendre le dessus dans la course, on va dire, d'envoyer l'homme dans l'espace. Et elle va former aussi des collaboratrices. Donc, c'est ce qu'on appelle une supercalculatrice. Et il y a un film, on avait eu la chance de le rencontrer à Castanet-Tolosan. Donc, c'était Les figures de l'ombre, d'accord, sur les questions de spatial. Et puis, enfin, un dernier clin d'œil à Margaret Hamilton. Elle-même était responsable du logiciel de guidage Terre-Lune. D'accord? Alors, maintenant, on commence à parler vraiment des premières étapes, des premières briques de base. Alan Turing, le Britannique, il va proposer une machine un petit peu minimaliste au moyen de 6 primitives, comme la lecture, l'écriture, l'effacement, ne rien faire ou se déplacer à gauche ou à droite. Donc, 6 actions. Vous avez ici une représentation un petit peu en bas avec la tête de lecture. Et puis, vous voyez, il y a une bande de papier infinie remplie avec des 0 et des 1. Et ça donne les idées de notre architecture de machine. Donc, on a des opérations élémentaires toutes simples. Ensuite, pour interagir avec la machine, on va avoir donc l'affichage écran, donc une sortie d'informations pour l'utilisateur, mais aussi on va rentrer des données et elles vont être saisies, enregistrées en mémoire, donc par exemple avec un périphérique type le clavier. Alors enfin, on regarde un peu plus en détail la structure. Donc, on aurait envie d'avoir des implications, c'est-à-dire si une hypothèse est vraie, alors un jeu de conséquences. Alors, un ensemble d'actions va être réalisé par la suite. Donc, si alors, c'est un grand classique, c'est une implication, et vous pouvez imaginer d'autres situations. On appelle ça une condition, avec une expression booléenne, vraie ou fausse, et si elle est vraie, alors on continue dans ce chemin-là. Donc, vous pouvez vraiment penser, quand vous vous promenez, il y a plusieurs routes qui s'offrent à vous, et vous choisissez dans cette situation un petit peu la piste à poursuivre. Donc, c'est vraiment une idée conditionnelle. Un instant. Bien. Alors, ensuite, vous avez la notion de boucle. Les boucles, c'est pour réaliser plusieurs répétitions et vous avez souvent la présence d'un compteur, c'est-à-dire une variable locale, une petite quantité, ici un entier par exemple, avec la lettre K, on lui donne la valeur 1 et puis on va répéter le bloc d'instruction plusieurs fois. On va incrémenter le compteur, on va lui donner plus 1 à chaque étape et quand le compteur sera trop grand, on ne pourra pas continuer une répétition, on sortira la boucle. Donc, il y a des boucles qui existent. On appelle cela les boucles tant que, les boucles pour. Donc, ça nous permet de répéter des opérations. Enfin, quand on emmagasine des données, il est question de structure, d'accord? Notamment les données qui vont être très importantes pour nous, utilisées un grand nombre de fois, une grande fréquence, on va aimer que la distance, d'accord, pour y accéder, ce soit facile. Donc, c'est la notion d'adresse. Alors, pour l'organisation, on pourra penser au tableau. Vous pouvez très bien imaginer, si vous aimez jouer aux échecs, par exemple, les coordonnées, d'accord, les colonnes et les rangées. Donc, vous avez des cases mémoire, et c'est aussi le cas dans vos machines. Vous avez des cases mémoire. Donc, on peut imaginer un tableau en 2 dimensions, en 3 dimensions et bien plus. On pourra parler aussi de matrices. Il y a d'autres organisations, d'autres structures de données, comme les listes, comme les arbres, ou d'autres qui rassemblent plusieurs caractéristiques, les objets.
Et enfin, pour finir avec, disons, les premières opérations élémentaires, je voudrais vous parler de l'idée de fonction. En réalité, on a vu les implications, si alors, on a vu des boucles, tant que par exemple, où il est possible de répéter des actions, des blocs d'instructions. Et pour répéter, c'est-à-dire quand on est satisfait d'une partie de notre code, on peut le labelliser, l'étiqueter, lui donner un nom et dire qu'on aimerait pouvoir s'en resservir. Donc, avec cette partie du code qui fonctionne, quand on a les paramètres, les valeurs, les données en entrée, on sait l'opération de cette partie du code et on aura un résultat. Donc, on peut étiqueter, labelliser cette partie du code et la rappeler. Donc, on pourra parler de fonction. D'accord? On a des arguments, des antécédents, et puis on transforme et on obtiendra le résultat dans un temps raisonnable, on l'espère. Alors ici, j'ai fait un petit clin d'œil avec la suite de Fibonacci. Donc, vous avez vu un petit peu, donc on somme les deux termes et puis on obtient le suivant, ainsi de suite. Là, on parle aussi de répétition. Il faut voir comment on définit nos fonctions. Alors là, j'ai donné un exemple de définition par récurrence et je voudrais prendre 1 ou 2 minutes avec vous pour une petite réflexion sur la récurrence et combien ça peut être coûteux. Donc, en termes informatiques, on va être prudent sur son usage, d'accord, de rappeler des fonctions, de répéter. Il faut prendre garde à ce qu'on ne va pas répéter les mêmes calculs, puisque sinon, on aurait envie de les sauver une fois pour toutes pour les réutiliser, de ne pas répéter les mêmes opérations. Donc, si vous imaginez les puissances de 2, je vous propose, vous prenez une feuille de papier A4 et vous essayez de la plier. D'accord? Vous la pliez en 2 sur elle-même, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Combien de fois êtes-vous capable de plier une feuille de papier? À la main, vous essayez un maximum. Et je crois que, donc c'est une question aussi, vous pouvez essayer de trouver, l'ordre de grandeur, ce sera 7 ou 8 maximum. D'accord? Si maintenant je vous propose, si on était capable de plier cette feuille de papier, encore et encore, si on n'avait pas trop les contraintes physiques, combien de fois devrions-nous plier cette feuille de papier pour atteindre la distance Terre-Lune? Donc la distance Terre-Lune, on va approximer, l'ordre de grandeur, c'est 400 000 km. Et votre feuille de papier, son épaisseur de départ, c'est 0,1 mm. Alors, combien de fois? Vous avez une idée? Combien de fois on doit plier la feuille? Eh bien, je vous donne la réponse, c'est 42 fois. D'accord? Donc, attention, répétition, ça peut paraître surprenant. Si nous étions capables de plier une feuille de papier A4 42 fois, l'épaisseur de celle-ci correspondrait à dépasser la distance Terre-Lune. Alors, maintenant, on vient à parler des applications, des opérations un petit peu plus sophistiquées, des approches, des stratégies de résolution. Donc, il y en a une classique, très ancienne, l'encadrement. On essaie de borner, d'accord, par le haut et par le bas pour approximer la valeur. Donc ça, c'était très connu, par exemple, même du temps d'Archimède, où il propose d'approcher la valeur de pi avec l'aide, une fois qu'on a le cercle, on trace des polygones à l'extérieur, où il est plus facile de calculer le périmètre, donc des polygones circonscrits et des polygones à l'intérieur, inscrits. Et donc, ça nous permet, par cet encadrement, de mieux cerner, de mieux encadrer la valeur du périmètre du cercle. Pour les mêmes raisons, avec la même technique, on a essayé d'approcher l'algorithme parfait pour le Rubik's Cube. Donc, on a un nombre de configurations possibles assez important, même pour un cube de taille 3. Et le but, c'était de se dire, à partir de n'importe quelle configuration possible, quel est le nombre de coups au plus pour revenir avec la configuration solution, c'est-à-dire quand les faces sont d'une seule couleur, monochrome. Eh bien, on a pu prouver
avec cette technique des bornes inférieures et supérieures que la réponse était 20 mouvements. Voilà. Alors, on va voir d'autres idées d'approximation. Donc, une autre idée passe par les polynômes, notamment avec les travaux pionniers de Lagrange. Si vous essayez d'étudier un phénomène physique, un déplacement ou une surface, d'accord? Donc, souvent, on va étudier une surface ou une courbe en mathématiques. On aura quelques expériences, quelques résultats expérimentaux, on parlera d'observation. Et donc, vous pouvez imaginer, comme les points ici en rouge, on a quelques valeurs pour lesquelles bien, on a observé le phénomène, on a des informations sur la surface en question. Et puis, pour le reste, eh bien, on va essayer de proposer un modèle, mais nous sommes sûrs de rien, d'accord? Donc, tout simplement, on va essayer d'approcher un modèle qui répond à ces règles, à ces contraintes pour passer par les points d'observation. Et bien là, l'idée de Lagrange, c'est de faire cela avec une somme de polynômes. Donc, on va s'aider avec des polynômes, on va les additionner pour arriver à représenter la surface voulue. On va voir d'autres exemples, d'autres techniques d'approximation qui sont utilisées régulièrement pour les calculs, pour l'informatique et les besoins numériques actuels. On peut imaginer aussi la régression. Alors ici, il s'agit davantage d'une approche statistique. On a un ensemble de points encore, mais il n'est plus question de passer par chacun des points, mais plutôt de représenter, de décrire une tendance générale. Donc, on va user de modèles simples. Et par exemple, vous voyez ce nuage de points, les points ici sont en bleu, eh bien, on va essayer d'approcher leur comportement, de les étudier avec un hyperplan, avec une droite. Donc, on parlera d'ajustement d'une loi linéaire. D'accord? On essaie de simplifier la situation. Il y a d'autres techniques aussi. Donc, toujours à cheval entre mathématiques et informatique. Si on a différentes valeurs, différents objets, on peut être intéressé à les classer, à les répartir dans des catégories, dans des ensembles. On pourra parler de clustering ou de classification. Et il existe de nombreuses méthodes, suivant les critères, suivant la notion de distance qui est associée. Donc peut-être on peut l'imaginer avec des barycentres, avec des hyperplans séparateurs. Il y a beaucoup d'approches qui existent en ce sens. D'autres fois, si vous avez un objet comme il est représenté à droite, la notion de projection. Donc vous avez un objet qui est peut-être riche, comme un cube en 3 dimensions, et vous essayez de réduire sa dimension, c'est-à-dire vous allez le projeter et donc vous allez couper ainsi, vous allez ne plus prêter attention à certaines dimensions, certaines informations, donc vous allez essayer de conserver seulement les informations pertinentes, d'accord? Puisque on peut imaginer, vous avez un jeu de données, des données avec de nombreuses caractéristiques, et puis vous allez vous-même, par l'expertise, par l'expérience, réfléchir à quels sont les critères les plus pertinents, les informations les plus pertinentes que vous allez sélectionner. Et puis, même pour les autres, vous allez les oublier, les laisser de côté. Donc, on peut l'imaginer tout à fait comme des projections. Alors, avec l'idée de projection, bien sûr, on peut parler de convexité, et ce n'est pas le seul point. Donc, la maximisation ou la minimisation. Donc, minimiser une dépense, un coût, ou maximiser un gain, une recette. Tout ça, c'est la branche de l'optimisation, du calcul des variations. Et ça a été développé notamment par un savant de la région que vous affectionnez, je suppose, Pierre de Fermat. Et puis, bien d'autres ont contribué à cette étude. À cette époque-là aussi, on peut penser à Jean Bernoulli, qui pose le problème, disons, d'une courbe qui permettra, dans un temps minimal, à une bille donc de circuler d'un point A jusqu'à un point B. Alors, vous pouvez penser un petit peu comme un toboggan. Alors, pour que votre enfant soit sur le toboggan et qu'il passe du point A à B, voilà, le plus vite possible. Alors, quand même, il y a des hypothèses. Hein. Donc, je ne vous conseille pas de faire avec un enfant parce qu'on va, par exemple, supposer qu'il n'y a pas de glissement, il n'y a pas de frottement. Donc là, on imagine une bille qui va rouler et la meilleure
La meilleure courbe, ce sera la cycloïde que vous connaissez quand vous faites du vélo ou d'autres. Et je vous recommande le site MathCurve si vous voulez étudier, regarder quelques représentations de courbes. Donc, vous avez, ça s'appelle le brachistochrone. Et c'est très important pour les questions donc, de notion de distance ou de minimisation du temps. Et vous avez donc des courbes qu'on étudie qui ont des propriétés de convexité ou non. Et comme cela, on étudie le minimum, le maximum. Donc, ce sont des grands classiques dans le domaine de l'informatique et des mathématiques appliquées. Enfin, une dernière étape, on va dire, avec les ondelettes. Donc, Fourier propose très jeune d'approcher des surfaces, des courbes, à l'aide de sinusoïdes, c'est-à-dire des fonctions périodiques. Et en additionnant ces sinusoïdes, on va coller, on va approcher un petit peu le comportement que l'on étudie. On va essayer, donc c'est une décomposition, si vous voulez, en sinusoïde. De même, il a été récompensé récemment aussi par le prix Abel, Yves Meyer, donc a proposé des extensions aux travaux de Fourier. Et lui, il a proposé donc la théorie des ondelettes. Donc, ça sert quotidiennement. Chaque jour que vous prenez des photos, il y a des questions de traitement d'image et notamment de compression. Alors, pour ce qui est la compression des formats JPEG, donc ça, c'est utilisé très régulièrement, et puis même pour la détection. Donc, pour représenter, pour essayer de capter un motif, une forme d'onde, eh bien, il y a une grande répercussion en astrophysique avec la notion d'onde gravitationnelle qui a été détectée grâce à des travaux fondamentaux proposés par Meyer. Et puis, certains parmi vous sont sans doute musiciens et vous savez que nous avons donc la fréquence fondamentale et puis les harmoniques. Donc là encore, on peut imaginer décomposer une onde, un son en acoustique, etc. Donc tout ça, ce sont des idées un petit peu plus avancées qui permettent régulièrement de proposer des nouveaux outils numériques. Enfin, je vais mentionner l'apprentissage profond et l'apprentissage tout court. Donc, ça a fait grand bruit puisque c'était étudié déjà dans les années 70 avec Ian LeCun et puis plus récemment avec le laboratoire à Londres, Google DeepMind, qui a réussi certaines performances comme battre un champion humain au Go avec AlphaGo, battre la meilleure machine aux échecs, qui était à l'époque Stockfish, en proposant AlphaZero. D'autres sont passionnés de jeux vidéo. Peut-être vous pensez à StarCraft. Et bien là encore, des joueurs professionnels humains ont été battus à plat de couture par donc la machine développée par cette équipe de chercheurs qui utilisent donc des réseaux neuronaux où il y a beaucoup de va-et-vient entre les données et le résultat escompté. Et donc, c'est un grand travail de modélisation avec des pondérations de réseaux comme ça, donc des nœuds, des arêtes pour passer de l'un à l'autre. Vous avez aussi vu certainement des petites vidéos avec les robots, Boston Dynamics. Voilà, donc la question de mobilité aussi de nos intelligences artificielles. Et maintenant, voilà, la transition est de vous dire qu'on a beaucoup d'espoir, on développe à une certaine allure donc, nos outils informatiques, mais ils admettent tout de même des limites. Donc, on peut penser que sur quoi ça s'appuie au départ? Au départ, on peut imaginer plusieurs formes de logique. Celle qui est enseignée très tôt, c'est ce qu'on pourra appeler la logique booléenne, logique propositionnelle, avec deux types d'unités, dans le binaire, donc 0 et 1. 0 pour faux, 1 pour vrai. Et puis, on va comme ça agencer des propositions, les combiner avec des opérateurs, comme la négation, comme l'union, l'intersection, les implications. Et alors, on se rappelle du statut un petit peu de l'électronique. Donc, dans un circuit électrique, eh bien, on pourra imaginer un courant et on va prendre la tension. Voilà, on va vérifier la tension électrique pour chaque composant. D'accord? Si la porte est ouverte ou la porte est fermée, on parlera de porte logique. Donc, ça, c'est notre point de départ. En réalité, on est confronté au matériel avec la logique propositionnelle. Après, parmi les limitations, aussi, on peut s'interroger, est-ce qu'il existe un algorithme
qui nous permettent de juger, de dire si les autres algorithmes se terminent ou pas à la seule lecture du code. Est-ce que le programme va s'arrêter, oui ou non? Est-ce qu'il existe un algorithme tel que cela? Eh bien, en 1936, Alan Turing a répondu non. C'est le problème de l'indécidabilité, du problème de l'arrêt. Donc, vous voyez, il y a quelques limites tout de même. On va regarder d'autres limites aussi. La notion de sensibilité. Alors, pour certains, au lycée, vous avez vu un petit peu le produit de matrice. Donc, on va multiplier donc, des tableaux entre eux, des matrices. Et ici, ce sont des problèmes joués, hein, des exemples, juste de taille 3. Donc, vous voyez, on change une toute petite valeur, un seul coefficient, un faible pourcentage de ce coefficient, et malheureusement, on perd l'information. On n'a pas du tout la même résolution. Donc là, ce type de problème arrive quand on dit que les problèmes sont mal conditionnés. C'est-à-dire qu'une petite perturbation des données peut entraîner une forte perturbation de la solution. Donc là, ici, bien sûr, c'est pour un tout petit tableau, mais vous pouvez imaginer le même genre de conséquences, une petite approximation, un petit changement de valeur sur des grands tableaux, des grands jeux de données de taille 1 million par 1 million pour des calculs, je pense, en climato, en météo, en aérospatial. D'accord, ça peut être assez sensible d'avoir des jeux de données importants, des grands tableaux et de manipuler les matrices. Alors, ici, on peut penser, donc le conditionnement, vous l'avez vu peut-être pour certains en première année d'université, avec l'algèbre linéaire, il y a la notion de réduction d'anomorphisme, d'accord, pour essayer de rendre sous des formes plus simples, avec la diagonalisation, avec la triangulation, des matrices, des tableaux sous une forme plus facile à manipuler, plus aisée pour les calculs. Bien, donc on a vu un petit peu la sensibilité. Il s'agit aussi de faire face au système critique, c'est-à-dire pour des questions d'aérospatiale, de nucléaire ou d'autres enjeux qui mettent en vie la vie d'un grand nombre de personnes, comme les transports en commun, par exemple l'automatisation des lignes de métro, ou bien des raisons sanitaires, d'accord, testées pour des questions en médecine. Donc, il y a eu, voilà, pour éviter, pour limiter donc, les erreurs qu'on a pu rencontrer dans les années 90, il y a des notions de certification, de vérification des algorithmes de façon automatique. Par exemple, avec l'INRIA qui a développé Coq. Alors, ensuite, j'aimerais vous dire que la théorie de la complexité, c'est un domaine à part entière, à cheval entre maths et informatique, et qui s'intéresse à classer, à hiérarchiser les problèmes. En effet, si pour un certain type de problème, nous connaissons une solution, une démarche, un algorithme, on peut s'intéresser à résoudre d'autres problèmes. Donc, c'est toujours notre passion de généraliser, d'essayer de voir ce qu'on peut faire à partir d'un résultat connu, comme vous pouvez le voir dans le livre de Georges Polien sur la méthodologie, la résolution de problèmes. Donc, on essaie de généraliser toujours. Une fois qu'on a un résultat, on essaie de voir quelles en sont les conséquences, quelles sont les nouvelles questions et les clés qui donnent pour répondre à des problèmes existants. Donc, on fait des liens entre les problèmes, entre les questions mathématiques, informatiques, et si on a la chance d'avoir une solution, un algorithme qui marche bien pour répondre à un problème, on va essayer de voir quel est le lien entre les problèmes, entre les différents problèmes, les questions mathématiques que nous nous posons. Eh bien, ici, c'est une question à part entière. Donc, si on n'a pas d'algorithme connu, pas d'algorithmes polynomiaux, des algorithmes qui sont pas trop onéreux en termes d'espace mémoire ou en termes de temps de calcul, eh bien, on peut raisonnablement se dire « Ah, peut-être le problème il est difficile ». Alors là, c'est un vrai enjeu. Parmi les problèmes proposés par l'Institut Clay, on parle de P versus NP. Et la philosophie, c'est de se dire, est-ce que résoudre un problème, c'est la même chose que… Donc, trouver la solution, est-ce que c'est la même chose vraiment que vérifier une solution? C'est ça l'idée. Donc, imaginons, on se donne un exemple, les Sudoku. D'accord? Vous avez une grille, donc c'est de taille, c'est un carré de taille 9. OK?
Et puis, vous remplissez votre Sudoku, vous essayez de le résoudre. Ça vous prend un certain temps, suivant le niveau, la difficulté peut-être. Et puis après, eh bien, il y a quelqu'un qui va vérifier que vous l'ayez complété correctement. Donc, vous voyez que la personne, elle aura tout au plus 27 vérifications de lignes à faire. D'accord? Vous avez 9 lignes, 9 colonnes, et puis il y a 9 carreaux. Donc, elle peut faire ça rapidement. Donc, la question, c'est la classe NP, c'est oui, on va pouvoir répondre efficacement à un certificat vérifié. Voilà. Donc, il y a des nuances, des strates dans les différents problèmes. Alors ensuite, on revient un petit peu aux applications. Alors, vous en connaissez tous. Donc, dans la vie quotidienne, il y a beaucoup d'applications. On peut penser au réseau assez naturellement, avec des enjeux de connexion, de connexité. Eh bien, est-ce qu'on peut relier telle ville à telle autre, alors avec un réseau routier, ou bien dans des réseaux sociaux ou pas sociaux d'ailleurs. Voilà. Alors, il y a des pondérations. On peut voir les arêtes ici. Ce sont les traits qui relient des points. Alors, les points, on pourra parler de sommets. On peut imaginer que ce sont des villes. Et puis, les connexions, les arêtes, on peut imaginer que ce sont des routes pour circuler. Et donc, ça se prête bien au trafic routier avec la question très connue du plus court chemin, d'accord, quand vous programmez vos GPS, suivant le critère que vous vous donnez. Et puis, que représentent les poids sur ces arêtes? Les valeurs numériques à côté des arêtes, ça représente ce que ça nous coûte de circuler, d'emprunter telle route. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des notions de distance ou bien d'autres difficultés. Vous pouvez penser voilà, avec des péages, avec d'autres étapes qui rendent les choses plus chères, plus compliquées. Donc, vous avez les arbres. D'accord? Ici, on cherche à joindre tous les sommets sans avoir de cycle. Vous avez aussi d'autres moyens de parcourir un graphe. Alors, vous pouvez le faire donc, dans la région à Toulouse, dans les petites villes que vous aimez. Ici, dans le centre de Paris, si on veut se repérer pour aller de Gare de Lyon à Place d'Italie, eh bien, il y a Gigelvi qui a proposé, vous pouvez retrouver à cette adresse, le lien sera partagé, un petit algorithme de plus court chemin. Donc, c'était l'implémentation de Dijkstra. Et vous pouvez essayer de le faire sur d'autres villes, d'autres cartes, de représenter un petit peu des plus courts chemins vous-même. On peut avoir d'autres applications. Par exemple, si vous aimez écouter la musique et le support est peut-être un petit peu altéré, les anciens CD, heureusement, on introduit, comme quand on fait l'enseignement, un petit peu de la redondance, c'est-à-dire des répétitions. Et là, il est question du code correcteur d'erreur avec Claude Shannon, qui a fait beaucoup pour la théorie de l'information au début du XXe siècle. Donc, les notions de distance pour éviter que, quand il y a un changement de valeur, un 0 ou un 1, on peut se tromper sur cette valeur, alors on va quand même essayer de retrouver le message initial. Donc, pensez bien qu'en informatique, en réalité, on a une information à diffuser depuis un émetteur, puis un canal qui peut être bruité, endommagé, et puis le récepteur. Enfin, j'ai eu la chance pendant ma thèse de m'intéresser à l'informatique, aux mathématiques appliquées dans le cadre du trafic aérien. Donc là, c'était une modélisation par le contrôle optimal, éviter que les avions passent trop proches. Voilà. Ensuite, on a d'autres applications. Vous pouvez tout à fait penser à la sécurité informatique, les transferts de données. Donc, de plus en plus, avec Internet et puis les notions de télétravail, pensez, gardez à l'esprit de sécuriser vos données. Il y a de nombreuses notions de cybermalveillance. Donc, la prévention et la sauvegarde sont importants. Et puis, tous les transferts que vous connaissez en ligne passent par des techniques qui relèvent de l'arithmétique, d'accord, avec les nombres premiers. Donc, regardez le petit exemple. Vous avez deux nombres en vert. Si vous les multipliez, bon, la multiplication, tout le monde est capable de le faire depuis le primaire. Et puis, dans l'autre sens, par contre, essayez de décomposer, décomposer un nombre
comme le nombre en rouge, en deux nombres séparés, deux nombres premiers, ça, c'est plus difficile. Donc, on a le sentiment qu'il n'y a pas de symétrie, il y a un sens qui est plus difficile que l'autre. Voilà, et c'est sur ces notions-là qu'est basé beaucoup de sécurité bancaire, transfert informatique, transfert de données. Alors, j'en profite pour vous rappeler la chasse au trésor avec l'association Les Maths en Scène. Moi-même, j'avais proposé une petite énigme associée à cette conférence, qui était une énigme avec un gardien qui circule dans une pièce circulaire avec beaucoup de portes et qui les visite. Premier tour, une à une. Deuxième tour, il commence à la porte numéro 2 et puis il les visite de deux en deux. 2, 4, 6, 8, etc. Et puis, vous avez compris, troisième tour par 3. Donc, il commence devant la porte 3, 6, 9 et ainsi de suite. Et il va faire ça 10 000 fois. Il y a 10 000 portes. Et quelle est l'énigme? Quand le gardien passe devant la porte, si elle est fermée, il l'ouvre. Si elle est ouverte, il la ferme. Et alors, la question était de connaître quelle est la situation, si au départ, toutes les portes sont fermées, quelle va être la situation du gardien avec les portes, combien on aura de portes ouvertes à la fin. D'accord? Eh bien, dans cette histoire, la solution est 100. Si je vous donne 10 000 portes, pourquoi? Eh bien, ça s'appuie sur une propriété d'arithmétique que les carrés parfaits eh bien, ont leur nombre de diviseurs positifs impairs. Voilà. Donc, je vous ai donné un petit peu la solution au cours de l'exposé. Alors, enfin, on va voir un petit peu les moyens d'application, les moyens ensemble pour essayer de réaliser chez vous. Prenez votre temps de regarder, de mettre les mains de tester vraiment. Donc, il y a, on l'a vu, on pourra en parler davantage, il y a différents langages de programmation comme nos langues vivantes. Il y a des contraintes parfois sur le cadre de travail. On peut imaginer les systèmes embarqués avec une limite d'espace mémoire ou aussi un besoin de temps de calcul court. Il y a l'organisation des données, être capable d'accéder rapidement à des données, les données les plus fréquentes. Donc, l'organisation des données, c'est un point clé. Et puis, vous avez différents types de programmation, séquentielle, classique, et puis après, vous avez parallèle, et puis avec des travaux fin 19e, début 20e aussi, avec la mécanique quantique, la physique quantique. Donc, toutes ces idées-là, des notions de probabilité, on peut penser à la programmation quantique également. Il existe des algorithmes spécifiques pour ce domaine. Alors, pour revenir donc sur nos machines, on travaille en binaire, d'accord? C'est la base 2. Il y a beaucoup d'exposés pour vous montrer la richesse de la base 2. Je pense notamment à l'IRM de Lyon qui a proposé à travers Audimat, donc c'est Christian Merca qui fait un petit exposé sur la magie en base 2 pour trouver des dates d'anniversaire. Vous avez d'autres formes ludiques, par exemple les jeux des bâtonnets, les jeux de soustraction. Donc retirer une, deux ou trois pierres ou bâtonnets. Eh bien, tout cela, ça vient dans la catégorie des jeux de Nîmes. Et il y a la théorie de Spragundi, donc il y a plus de 100 ans, qui propose une stratégie donc, basée sur les mathématiques et les puissances de 2. Donc, je vous laisse découvrir. Après, bien sûr, si on joue ensemble, vous me laisserez gagner. Alors, pour finir un petit peu l'exposé, donc on va voir les techniques, un petit peu les standards. On appelle ça les bonnes pratiques. Donc, quand vous allez commencer à programmer, on va se soucier notamment de rédiger le code, d'indenter un petit peu. Alors, pour certains langages comme Python, c'est obligatoire même. On va essayer de le commenter, d'expliquer ce que font ces parties de code, ces morceaux-là, et de respecter quelques conventions et de prendre garde à la portée des variables. C'est-à-dire que la variable, c'est un nom temporaire, un espace mémoire. Je m'interroger, je vais vérifier si je l'utilise à différents endroits et quelles sont les répercussions, les risques. Voilà. Alors, je vous recommande d'utiliser des logiciels libres, d'abord parce qu'on voit bien, c'est ouvert, c'est libre, c'est gratuit. On peut penser à des associations comme Framasoft ou bien
vos systèmes d'exploitation sur vos machines, vous pouvez penser également à Linux, Debian, Ubuntu. Il y a des forums pour vous guider si vous avez des questions. Par exemple, vous pouvez penser aussi à Stack Overflow. Il y a des endroits où on partage du code source, pour vous donner beaucoup d'exemples sur des problèmes qui vous plaisent. Donc, vous pouvez penser à GitHub. Donc, pensez bien aux logiciels libres et aux notions de partage pour que, par-delà les frontières et par-delà les questions pécuniaires, eh bien, il y ait une diffusion de savoir, une diffusion des ressources également informatiques. Il y a une petite blague qui se passe en aérospatial, elle est en anglais. On dit Astronaut use Linux because we cannot open Windows in space. D'accord? Donc, prêtez attention au logiciel libre, à bien connaître dans des soucis de transparence pour des raisons éthiques. Essayez de voir les outils que vous utilisez, de mieux comprendre comment ils ont été programmés. Enfin, pour les programmer vous-même, alors il y a beaucoup de sites possibles pour essayer. Soit vous essayez avec votre machine et puis à l'aide de forums, vous allez prendre quelques conseils, ou bien encore vous pouvez avoir cette plateforme-là comme Coding Game, complètement gratuite, avec des exercices gradués, ludiques. Vous avez, pour l'apprenant, c'est très pratique, c'est très rassurant, parce que vous avez un cahier des charges clair, donc on vous explique exactement les conditions de travail, ce qu'on attend de vous, le résultat, et vous allez choisir parmi un des 25 langages de programmation proposés de résoudre les énigmes. D'accord? Donc, c'est une approche ludique. Ensuite, vous pouvez penser aussi à proposer des études statistiques ou apprentissage quand vous avez donc des données à analyser, une grande quantité de données, et vous avez besoin de capacités de calcul assez élevées, eh bien, vous pouvez imaginer utiliser un petit peu, à travers le langage Python, utiliser la plateforme Colab. Donc, c'est un outil mis à disposition par Google avec ces supercalculateurs pour vous permettre de visualiser, de travailler avec certaines de vos données. Et puis ici, à la fin des transparents, vous avez quelques listes, quelques ressources et références. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et encore une fois, merci à l'association Les Maths en Scène et à ce festival.